Bonjour à toutes et à tous. Ah, quelques petits messages techniques encore, de l'eau, quoi d'autre? S'il vous plaît, éteignez vos portables, sinon ça fait des interférences, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième et demie, troisième journée des Réuniques. Liberté hier, égalité aujourd'hui, fraternité demain. Merci à l'équipe de Réuniques de nous avoir invités à ce moment, alors à la fois de culture et d'échange. On va essayer de le ménager comme ça. C'est toujours compliqué quand on est aussi face aux caméras, et pour ça on avait demandé d'être un peu plus en cercle parce qu'on était directement aux caméras, donc on va essayer de ménager un temps d'échange dans ce moment-là. Jusqu'à 11h, on accueille ce matin Alain Giffard et Garland Nison autour de deux choses assez concrètes qui sont dans ce monde des espaces publics numériques, de la médiation numérique, du développement des cultures numériques. Un travail d'écriture que tu as proposé l'année dernière, Alain, lors de rencontres que tu as faites dans le Pays de la Loire avec l'équipe de Ping, un manifeste des cultures numériques sur lequel on va revenir. Et puis, Garland Nison, venant de la Drôme et de l'Ardèche, à la vitesse de la lumière ce matin, dans des logiques, toi, d'animation, et à partir peut-être de ce que Alain a avancé, d'avoir un petit échange avec toi avant les ateliers de 11h. On va les décaler d'un quart d'heure, on a décalé d'un quart d'heure, les ateliers de 11h de toi et d'Emmanuel, de voir comment sur le terrain, ce que Alain a écrit et ce que Alain pose depuis un peu plus d'une quinzaine d'années sur ces questions de médiation numérique, tu l'implémentes, si on va parler ça en termes informatiques, tu le compiles et tu l'implémentes pour faire tourner un certain nombre de lieux. Alors on va laisser dans un premier temps Alain expliciter ses réflexions autour des cultures numériques. Alors Alain Giffard, je retrouvais une présentation assez exhaustive de ce que tu fais et de ce que tu as fait. Est l'initiateur et le directeur du groupement d'intérêt scientifique, le GIS, Culture et Médias Numériques, membre d'Ars Industrialis, membre cofondateur avec Stigler d'Ars Industrialis, l'association, et antérieurement concepteur de la bibliothèque numérique de la BNF à Paris. Tu avais participé à l'élaboration du programme d'action gouvernementale pour la société de l'information en 1997 sous le gouvernement Jospin. Tu avais été aussi au cabinet de Catherine Trautmann. Et puis, tu avais été président de la mission interministérielle pour l'accès public à Internet, la MAPI à l'époque, qui avait donné petit à petit la DUI, la délégation aux usages de l'Internet, qui va se transformer d'ici peu en agence du numérique. C'est ça. Et tu as commis, entre autres textes aussi, un long texte dans l'ouvrage Pour en finir avec la mécroissance, qui avait été coécrit avec Christian Fauré et Bernard Stiegler, qui a été édité par Ars Industrialis. Alors, vous savez, au-delà d'une quinzaine d'années de ces programmes d'action gouvernementale, c'est des préoccupations qui t'animent depuis une trentaine d'années sur ces relations entre culture et technique, et puis la manière dont on va pouvoir accompagner les transformations que ces techniques opèrent dans notre société. Tu as traduit aussi le boulot de Ted Nelson, qui avait été un des grands penseurs des bibliothèques numériques en France. Quel est ton regard aujourd'hui, 18 ans après ces premiers programmes, et quelques mois après une très forte institutionnalisation, très forte communication autour du terme médiation numérique? Oui, bonjour. Merci à tous pour cette invitation qui me donne l'occasion de retrouver beaucoup de personnes que j'aime bien. Donc, Emmanuel m'avait demandé de dresser un peu le tableau d'une sorte de parcours sur la culture numérique, explicitement depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus si on compte les années non explicites, et finissant donc sur ce travail que j'ai fait avec nos collègues et amis de Ping l'année dernière. Alors, après avoir travaillé sur et avoir fait la conception informatique de la Bibliothèque de France et de la bibliothèque numérique, ce qui est connu maintenant sous le nom de Gallica,
j'avais travaillé, ce n'était pas mon principal travail, mais j'avais travaillé sur un projet d'un lieu à Charleville-Mézières qui tournait autour du numérique et autour de la culture des jeunes. Et c'est à ce moment-là que m'était venue l'idée de la nécessité de ce type de lieu d'intermédiation. Donc là, on est avant le gouvernement Jospin. Et puis quand le gouvernement Jospin arrive, j'étais appelé au cabinet de Catherine Trautmann pour m'occuper de ce qu'on appelait la société de l'information, les technologies de l'information. Et j'ai soutenu un projet que portait le ministère, qui était le projet des espaces culture multimédia. Donc c'était quelque chose qui était porté par un secteur qui est le développement culturel au ministère, c'était Jean-Christophe Théobald qui le portait et qui continue à le porter aujourd'hui. Et on a, disons, structuré, constitué ce projet autour d'une idée qui était que les technologies d'information étaient des technologies intellectuelles, étaient des technologies culturelles en elles-mêmes. Et donc on voulait que le ministère s'engage dans cette perspective d'aider à la mise en place de tels lieux. C'est comme ça que ça s'est fait au début, disons, à la période Trautmann. Et dès le ministère suivant, la période Tasca, on a eu une réorientation de ce programme qui ne s'est pas tellement fait sentir sur le terrain, parce que ça ne changeait rien. Les gens recevaient de l'argent, c'était les mêmes, ils continuaient. Mais politiquement, c'était assez important, puisque Tasca a dit « Non, ça c'est trop fumeux, les technologies intellectuelles, les technologies culturelles. Ce que je veux, c'est recentrer sur la culture. » C'est-à-dire sur ce que j'appelle culture, c'est-à-dire grosso modo sur l'utilisation de l'informatique ou du web pour faire ce qu'on appelle culture au ministère de la Culture. Ce qui évidemment était une transformation, et pour tout dire, selon moi, une déformation du projet initial, dans un sens qui était un sens utilitariste, parce que finalement, ça revenait à dire la technique est une utilité qu'on va mettre au service de quelque chose. Là, c'est la culture, ailleurs, ça aurait été autre chose. Rebelote, là où on s'est tous connus, c'est-à-dire après cette période, le conseiller de Jospin, Tron, me demande de monter ce qui allait s'appeler la mission pour l'accès public à l'Internet. Les personnes qui sont ici ont fait partie des instances de cette mission, enfin, si on peut appeler ça instance, enfin des organismes qui l'animaient. Donc, à ce moment-là, se crée le label Espace Public Numérique, qui est un label ouvert. Bon, on n'est pas dans le domaine de la culture stricto sensu, mais notamment par les réflexions sur le passeport Internet multimédia, on se confronte aux réflexions sur ce que sont les technologies qui sont encore appelées technologies d'information à ce moment-là. Et ça recommence, c'est-à-dire qu'il y a une réorientation qui va produire la DUI, au passage, passant par le fait que la MAPI s'arrête et que je la quitte. Et c'est la même chose. On me demande à ce moment-là de réorienter, l'argumentaire étant, il ne s'agit pas que les gens fassent n'importe quoi dans vos espaces, il faut développer des usages. Et d'ailleurs, à ce moment-là, d'excellents collègues arrivent en nous disant « mais c'est vrai quand même, il ne suffit pas qu'il y ait des ordinateurs, il faut qu'il y ait des usages ». Alors je dis aux conseillers du Premier ministre, je dis au conseiller de Madame Henry, avec qui maintenant je travaille et qui aime beaucoup mon travail, Madame Henry, mais à l'époque, elle n'avait pas perçu tout à fait ce qu'on essayait de faire. Je leur dis, qu'est-ce que vous appelez usage? Alors ce qu'ils appelaient usage, c'était remplir sa feuille d'impôt, mettre son CV sur le net, enfin des choses comme ça. Je n'étais pas contre, j'étais tout à fait pour, mais ce n'était pas quelque chose qui suffisait à comprendre quelle était la nécessité, le contenu, la mission, les objectifs de ce type d'espace. Et donc, on butait sur l'incompréhension fondamentale que les politiques avaient de la culture numérique. Alors, il y a eu dans la période récente, je crois ce qu'on peut appeler la deuxième période de la digital literacy, la deuxième période de la culture numérique. Bon. Cette deuxième période, il ne faut pas se tromper, elle n'a pas été initiée en France, elle a été initiée aux États-Unis. Elle est très directement liée au parcours en fait, personnel d'Obama, qui, à l'origine, est un travailleur social et quelqu'un qui connaît très bien toutes les problématiques qui sont liées à l'empowerment, qui a beaucoup de choses à dire dans sa première campagne sur le savoir-lire et sur le numérique. Et donc, les Américains, là on est en 2009, donc c'est beaucoup plus récent que les périodes antérieures, vont revenir en disant il faut remettre en place la digital literacy.
Ce qui revient en fait à enterrer le programme du fossé numérique, puisque tout ce qui s'était fait auparavant, y compris à l'époque de la MAPI, se faisait sous disons la ligne directrice de l'idée de combler le retard, de combler l'éloignement. On comblait le retard d'un pays tout entier, on comblait le retard de telle ou telle région, de telle ou telle ville, on comblait le retard de tel ou tel groupe social, on comblait le retard de tel ou tel individu. Mais grosso modo, c'était ça, cette idée. Donc il y avait un mouvement qui avançait, il y avait des gens qui étaient en retard, il y avait des mesures pour... Alors évidemment, si les Américains disent « mais le numérique se développe, il y a toujours des gens qui sont en retard, il y a toujours un problème de passage et de mise à niveau », ça veut dire que la problématique du retard, elle n'est pas bonne. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui ne peut pas être pensé sous la forme du fossé, de la fracture numérique, etc., du retard, de l'éloignement, etc., même s'il y a des retards et des éloignements. En plus, il y a une question centrale qui est la question de l'appropriation du numérique, qui revient par les Américains avec cette nouvelle notion de digital literacy qui est très forte, parce que literacy chez les Américains, chez les anglo-saxons, c'est très fort, c'est de la culture écrite, c'est quelque chose de fort, de lourd, avec de différentes... là, on n'a pas le temps de creuser ça, mais avec disons un étagement de cette culture numérique, et qui va passer par des livres blancs qui se font aux États-Unis, qui en fait vise à relancer cette digital literacy. Et donc, lorsque nos collègues de Ping me disent on est en train de travailler, donc en fait ils devaient rendre un compte-rendu de leur travail avec la région de Nantes depuis... sur un travail depuis 3 ans ou 4 ans, j'ai un peu oublié, ils me disent on voudrait faire une note d'intention, quelque chose qui éclaire ce qu'on fait autour de cette notion de la culture numérique. Donc je leur dis bah oui, je vais vous aider. Donc je fais un premier brouillon et progressivement ce brouillon est devenu il a pris une forme de manifeste. Nos amis de Ping ont voulu que ça se formalise, ont trouvé qu'il fallait durcir le trait et proposer un manifeste pour la culture numérique. Alors ça comprend en fait 2 parties. Il y a une partie qui est pour moi le modèle ou l'esquisse d'un modèle pour travailler sur ce que certains appellent les compétences. Bon, donc il y a des bagarres internationales entre les différents pays pour constituer ces modèles de compétences de la culture numérique. Il faut avoir quelque chose qui va permettre de les structurer avec des fondements qui soient un petit peu solides. Et puis la deuxième partie, c'est le manifeste appelons ça pour être grandiose, du mouvement des cultures numériques. C'est-à-dire, c'est plus... Bon. Alors la première partie, elle repose sur... j'ai combien de temps encore là ? Il y a un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Bon, alors je peux ralentir là, un petit peu. Parce que je suis en train de foncer. J'ai pas autant de choses que ça quand même à vous dire. La première partie, c'est ce modèle. Ça repose sur 3 dimensions. Bon. La première dimension, c'est la prise en compte, c'est tout simple, c'est la prise en compte de la technique, la prise en compte de la technologie. La culture numérique, c'est une culture technique. Ça n'est pas constitué par un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui serait extérieur à la technique et qui viendrait considérer la technique ou les pratiques techniques, ou quelles qu'elles soient, comme des objets qu'on regarde et sur lesquels on produit des discours scientifiques ou autres. Bon. C'est une culture technique. Et non seulement la culture numérique est une culture technique, mais la culture numérique, depuis d'ailleurs déjà les premiers éléments, depuis la computer literacy, depuis la culture informatique, elle joue dans le monde intellectuel un rôle absolument clé parce qu'elle porte tout le poids de la réflexion sur la culture technique en général. En fait, si vous regardez comment est pensée la culture technique en général, vous verrez que la culture liée le savoir lié aux ordinateurs est absolument fondamental. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec des amis qui sont décroissants, qui sont donc, ils sont décroissants, et eux s'appuient sur des textes comme les textes de Ellul, qui sont, par exemple, qui est quelqu'un qui a pensé établir, à mon avis à tort, mais il a essayé de l'établir, un principe d'extériorité radicale, d'opposition entre, d'un côté, la culture, le symbolique, et de l'autre côté, la technique. Et ce qui est intéressant, c'est que Ellul, dans un premier temps, avait pensé que l'informatique
à cause de la micro-informatique, parce que l'informatique pouvait faire l'objet d'une appropriation par les individus, par les petits groupes, serait une possibilité d'échapper au sort général de la culture technique. Et puis après, il a dit, non, au contraire, la culture informatique, c'est comme le reste. Mais la tendance simondonienne, j'ai vu que sur le site, il y avait sur le site de Réunic d'ailleurs, ou d'Arsenic, il y avait une citation de Simondon. Le courant simondonien, moi je suis plutôt dans le courant simondonien, comme Ars Industrialis, comme Stigler. Le grand livre de Simondon qui s'appelle Le mode d'existence des objets techniques, la première partie, c'est pas évident, c'est un texte de philosophie, mais la deuxième partie, c'est quelque chose qui est consacré au problème de l'enseignement technique. Parce que c'était quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'enseignement technique, et c'est un livre qui est fait pour penser ce que c'est que la transmission de la culture technique, et la culture informatique avait aussi un rôle de référence pour lui. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Donc, la première des choses, quand on veut créer un modèle de la culture numérique, c'est bien de considérer qu'en son centre, il y a la technologie, de bien comprendre que c'est une culture technique et que ça n'est pas une connaissance extérieure de la technique, même si ça peut communiquer. J'ai des collègues, d'ailleurs au GIS, je ne suis plus au GIS, mais quand j'étais au GIS, j'avais beaucoup de collègues qui étaient des sociologues ou des économistes du numérique, mais qui n'étaient pas dans la culture numérique. C'était des gens qui regardaient ça, comme d'autres peuvent être économistes du sport. Je pourrais être un sociologue du sport, et grâce à Dieu, je n'aurais pas à faire de sport, si vous voulez. Je n'ai pas besoin de pratiquer le sport pour être un spécialiste des sciences humaines liées au sport. Bon, il y a des sociologues, c'est pareil pour le numérique. Donc, on est bien dans une culture qui est une culture technique. Ce qui, évidemment, une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est comme technique ? Parce que si cette technique, c'est quelque chose de vague. Donc, ce que nous proposons dans le manifeste, et ce sur quoi je travaille sur le schéma de cette culture numérique, c'est de valider cette idée que ce sont des technologies, disons, de l'esprit. Ce sont des technologies intellectuelles, ce sont des technologies culturelles au sens large. Donc ce sont des technologies qui, précisément, si on reprend l'argumentaire d'Ellul, sont des technologies du symbolique. Bon, au sens large, c'est ce que sont les technologies numériques. La deuxième chose, c'est que la deuxième tendance, c'est que c'est un ensemble de savoir et de savoir-faire. Savoir-faire, c'est évident, puisque c'est de la technique. La question qui se pose, c'est comment se constitue le savoir ? Alors, ce qui est important pour nous, dans les espaces publics numériques, ou pour tous ceux qui font de la médiation, c'est valable d'ailleurs aussi pour les enseignants, j'ai des discussions avec les enseignants là-dessus, c'est de bien comprendre que, c'est peut-être vrai ailleurs que dans la culture technique, mais je ne veux pas ouvrir ce débat-là maintenant, il faut bien comprendre que dans une culture technique, et en particulier dans la culture numérique, l'ordre de progression dans l'initiation à la technique n'a rien à voir avec l'ordre d'organisation de la culture numérique elle-même. C'est-à-dire que quand on dit qu'on commence par les éléments ne sont pas des blocs de ciment très solides sur lesquels on pourrait empiler ensuite des choses comme un mur de connaissances qui ferait que quand on serait en haut, on aurait la culture numérique. Ça ne marche pas comme ça. C'est un système qui est un système d'aller-retour. Je donne un exemple qui est très simple. Quand vous apprenez à quelqu'un à naviguer sur le web, si on a encore à apprendre ça à certains, vous lui dites il faut cliquer sur le lien hypertextuel. Bon. Vous lui dites pas ce que c'est que l'hypertexte à ce moment-là. Pour lui, c'est juste un truc sur lequel il clique. Bon. Et donc, il va comprendre que c'est un truc sur lequel il clique et puis il va ailleurs. Bon. Au moins, il faut que le type de formation qu'on lui donne à ce moment-là ne soit pas antagonique avec la transmission de la culture numérique qui va avoir lieu au moment où on va lui expliquer ce que c'est que l'hypertexte, fondamentalement. Il ne faut pas à ce moment-là qu'il ait été dans un type de formation. Tu te souviens les débuts des espaces où, on peut dire du mal puisqu'ils n'existent plus maintenant, où les cyberbases de la Caisse des dépôts formaient les gens à Word et à Internet. Et je leur disais, mais attendez, mais rien que le fait de présenter les choses comme ça, il y a déjà 3 erreurs. Bon, déjà, il y a 3 erreurs dans votre truc. C'est pas comme ça qu'on peut parler. Bon, donc c'est quelque chose. Bon, donc ça, c'est sur le savoir et le savoir-faire. Et la deuxième des choses, c'est que donc on est dans cette question qui est la question de la literacy,
Et cette literacy, cette culture du numérique, elle n'est pas coupée de la culture générale. Hein. Elle doit former, elle doit être rapprochée de la culture écrite. Dans le livre que Emmanuel a cité, il a cité le titre « Face à la mécroissance », mais moi, dans ce livre, j'ai proposé une analyse de la lecture numérique. Hein, ça s'appelle les lectures industrielles. Et dans cette analyse de la lecture numérique, je l'ai faite en rapprochant, disons, les connaissances qu'on peut avoir sur la lecture classique, pour parler comme ça, la lecture de la chose imprimée, et les analyses que je faisais de la lecture numérique. Et je crois que fondamentalement, on est dans ce type de nécessité de rapprocher la culture numérique disons pour simplifier, de la culture classique. Et puis le troisième domaine, c'est les pratiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire les pratiques? Vous êtes bien placé pour comprendre ça, et toute l'histoire des espaces tourne autour de cette question des pratiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a affaire à des politiques, lorsqu'on a affaire à des gens qui exercent des tutelles, à des financeurs, etc., ils ont tendance à voir les choses de la manière suivante. On va définir un cahier des charges, et puis on va dérouler le cahier des charges, et puis les gens vont entrer dans les espaces ou dans un service quelconque, et on va leur rendre ce service public. C'est comme ça que c'est qu'on pensait en général un service public. Bon, dans notre secteur, le politique, il n'a pas été jusqu'au bout parce qu'il n'a jamais été foutu de constituer les bases, disons, juridiques un petit peu solides de tout ça. Bon, enfin, le modèle reste celui-là. Lorsqu'on dit que les pratiques entrent en ligne de compte, on fait intervenir une notion qui a été proposée par Michel de Certeau, mais qui a été reprise par Foucault aussi. Ça veut dire que les pratiques, faire entrer les pratiques en ligne de compte, c'est faire entrer l'autonomie des sujets. C'est-à-dire l'autonomie des personnes qui viennent dans les espaces, l'autonomie des groupes qui s'approprient le numérique. Ça veut dire que les choses ne seront jamais complètement déterminées, ni par la technique, ni par le commerce, ni par l'industrie. Il y a toujours une marge d'autonomie, et le programme, ça va être de permettre que cette marge s'exprime. Alors comment elle va s'exprimer? C'est là qu'on a rédigé cette partie qui est donc la partie manifeste. Et dans cette partie manifeste, ce que je viens de vous dire, c'est, disons, le topo très général du schéma de la culture numérique. Et la partie manifeste, elle comprend plusieurs tirets, plusieurs chapitres. Nous appelons à reconnaître et favoriser la culture numérique en mouvement. Nous prenons parti pour une culture numérique critique. Nous pensons que le développement de la culture numérique doit s'inscrire dans la perspective du renforcement des capacités des personnes et des collectifs, c'est-à-dire dans la perspective de la culture de soi. La culture numérique doit être réellement et largement démocratisée. Nous préconisons d'associer culture numérique et culture du libre et de construire la culture numérique comme un bien commun. Alors, je vais être un petit peu long sur le premier point et puis un peu plus rapide sur les autres. Cette idée que la culture numérique, nous proposons de favoriser la culture numérique en la concevant comme quelque chose qui est en mouvement. Et je vais me permettre de vous lire ce passage-là complètement. La culture numérique est en mouvement dans le sens où elle est en formation. Donc vous allez trouver des gens qui vous disent que ça n'existe pas. Bon, ça c'est assez, on le disait dans la voiture, c'est le coup du poivreau qui cherche ses clés sous le lampadaire en disant c'est là que c'est éclairé. Bon, évidemment, si on attend que les choses existent d'une certaine manière, on voit pas, on n'arrive pas à les voir quand elles se développent et quand elles naissent d'une manière qui est différente. La culture numérique est en mouvement en sens de l'information, elle ne préexiste pas à sa transmission. Ça c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une culture numérique que vous devez transmettre. C'est quand vous la transmettez qu'elle se constitue. Alors donc, ce que vous devez faire, c'est le contraire, c'est la transmettre et après prendre le temps de la réflexivité pour comprendre ce que vous êtes en train de faire, travailler avec les autres, travailler avec des spécialistes extérieurs, et là, vous construisez la culture numérique. C'est pas le contraire. Il ne s'agit pas de bon, maintenant, il y a un peu d'histoire, il y a évidemment des éléments qui existent, mais il ne s'agit pas de dire où elle est, et maintenant, je transmets ce truc qui existe. C'est l'existence de projets consciemment rapportés à cette orientation qui permet d'expliciter les savoirs et les savoir-faire caractéristiques. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les projets soient explicitement là-dedans. On va se dire, qu'est-ce qui est de l'ordre de la culture numérique dans ce projet que je suis en train de développer? Elle est aussi en mouvement parce qu'elle parcourt continuellement, selon un processus itératif, le passage du savoir des commencements au savoir approfondi, consciemment et délibérément organisé. Mon exemple sur l'hypertexte, c'est ça. C'est-à-dire, on fait quelque chose, mais
On se demande comment, après, on va reboucler avec les explications futures qu'on va pouvoir donner sur, par exemple, sur l'hypertexte. Enfin, elle est en mouvement parce qu'elle court et traverse à l'horizontale l'activité, le savoir, l'éthique, l'imaginaire et les passions des personnes et des collectifs les plus divers. Tu veux me causer? Oui. Est-ce que dans cette constitution dans la transmission, quelque chose qu'on pourrait reformuler peut-être de la manière suivante, dans les cultures numériques, on fait les choses pour apprendre à les faire, on fait les choses pour les constituer et apprendre à les constituer. Est-ce qu'on pourrait, pour revenir sur cette thématique de la journée, y trouver une caractéristique assez paritaire, de pair à pair, égalitaire, dans la constitution des cultures numériques pour toi? Oui, c'est l'élément... Bon, il faut pas être démagogue. C'est-à-dire, c'est pas simplement... Ta formule, si je peux me permettre, on pourrait la comprendre comme du praticisme ou du pragmatisme. Il y a de la pratique, mais la pratique, il faut aussi se poser la question, hein, de prendre la distance, de se dire qu'est-ce qu'il a dedans va après produire culture. Bon, mais c'est ce que tu voulais dire. Alors après, sans être démagogue, c'est dire, c'est pas un vœu pieux. Il se trouve que par ailleurs, certains d'entre nous sommes pour. Mais même ceux qui sont contre, ils ne peuvent pas ne pas voir que c'est comme ça qu'elle se constitue. Hein. C'est-à-dire que la culture numérique, elle ne se constitue pas exclusivement par un processus, disons, descendant, pour être un peu bête. Hein. C'est pas un programme de recherche qui descend ensuite sur l'éducation nationale ou qui va du côté des industries. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Donc, particulièrement pour les Français, c'est fort parce que les Français ont vraiment l'habitude de raisonner, comme on dit, en silo ou comme en tuyau, et ça descend à chaque fois du haut vers le bas. Bon. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Donc, c'est un problème pour tous les organismes qui sont de type hiérarchique, puisque c'est quelque chose qui travaille avec ce système de zébrage entre les différents secteurs. Et par exemple, prenons un exemple qui n'est pas dans le domaine directement dans le domaine des espaces. Il y a eu un moment où la culture informatique était portée par les informaticiens, et après elle a été portée par des gens qui étaient les spécialistes des interfaces, qui se concevaient comme des designers. Bon, parmi les plus grands, tu citais Ted Nelson, mais Brenda Laurel, enfin, etc. Bon, ces gens-là, ils ont presque rien à voir avec les informaticiens. Bon, il a bien fallu qu'ils trouvent le langage commun avec les informaticiens, et parfois ils l'ont trouvé aussi avec des gens qui étaient des chercheurs sur l'hypertexte, sur l'histoire littéraire, etc. Donc c'est une culture qui se fait comme ça, du seul fait qu'elle est technique, mais aussi pour des raisons qui sont plus fondamentales. Est-ce qu'elle a une caractéristique égalitaire ou pas, pour toi? Est-ce qu'on pourrait lui donner une qualité autour de ce terme, de cette notion égalité? Au-delà de l'horizontalité, c'est-à-dire de caractériser l'horizontalité que tu évoques et son itération autour de ce mot égalité. Bah, si tu veux, le principe d'horizontalité nécessite un principe heuristique, c'est-à-dire une manière de regarder les choses, hein, qui nécessite de mettre à égalité des pratiques culturelles qui, dans la société, sont hiérarchisées. Hein, c'est-à-dire qu'il faut déhiérarchiser ce qui est hiérarchisé. Mais si on est dans un... mais justement, c'est la constitution de la culture numérique. Je voudrais attirer l'attention là-dessus. Hein. Moi, je suis pas du tout ploum ploum tralala. Hein. Je suis un peu anarchiste, mais je suis pas ploum ploum tralala. Donc, c'est pas parce qu'on met les choses à égalité comme ça qu'il faut dire que le point de vue de chacun vaut le point de vue vaut que bon, oui, chacun donne son point de vue, mais ça veut pas dire que tous les points de vue se valent. Hein. C'est pas cette mise à l'horizontalité, ce principe de heuristique d'égalité entre les différentes sous-cultures, prend son sens à partir du moment où on constitue la culture numérique. Hein. C'est ce qu'on appelle ensemble. Hein. C'est ce qu'on appelle un régime de secondarité. Hein. Toute culture est ça c'est en plein dans des débats qu'on peut avoir sur d'autres sujets comme le mouvement du 11 ou des choses comme ça. Toute culture est un processus de secondarité. Il n'y a pas de culture qui soit strictement originale. Hein. Elle a une culture, elle prend toujours des choses qui sont venues après, elle en fait quelque chose de nouveau. L'important, c'est pas simplement ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après, c'est le régime de secondarité, c'est-à-dire le type de travail qu'on fait avec ce qu'il y avait avant pour produire ce qu'il va y avoir après, parce que ça va déterminer comment on va penser l'extérieur et l'intérieur. Ça vaut absolument pour la culture numérique. Hein. Comment la culture numérique considère, par exemple, la culture lettrée, c'est quelque chose d'absolument central.
Donc c'est ce principe d'égalité, oui, mais comme principe d'égalité heuristique, pas pour faire purement et simplement des trucs spontanéistes. Il y a des moments où il faut être spontanéiste et rigolo, mais ça ne peut pas se construire uniquement sur cette base-là. Alors la deuxième, d'ailleurs c'est une bonne transition avec le point suivant, où l'idée est que la culture numérique doit être une culture critique. Alors, en disant que la culture numérique doit être une culture critique, ce qu'on vise, c'est quoi? C'est en particulier le développement actuel du numérique dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, qui crée des sortes de pré-pathologie de l'esprit. Vous voyez bien ce que c'est avec les jeux vidéo, avec les addictions de tout poil. Et donc, il y a la nécessité, par rapport à ça, de développer un potentiel critique, qui est d'abord celui des risques que l'économie de l'attention fait peser sur le développement de la technologie, le formatage des usages. Bon, moi, je me suis fait détester de Skyblog dans le temps en dénonçant leur formatage des usages. Je dois reconnaître que depuis, on a vu pire. Et le formatage de la culture elle-même. Donc, ce qui veut dire que le développement de la culture numérique, nous proposons, là, on est dans l'ordre de la proposition, nous la proposons de l'inscrire dans la perspective du renforcement des capacités des personnes et des groupes, ce qu'on appelle l'empowerment. Mais l'empowerment, il y a beaucoup de... Je ne sais plus quelle est la formule qu'emploient les chrétiens. Il y a beaucoup de trucs dans la maison de Dieu. Enfin, il y a beaucoup de chapelles dans l'empowerment. Bon, enfin, grosso modo, c'est l'idée qu'on doit aller vers... dans la perspective de ce que Michel Foucault a appelé la culture de soi. Bon, ça, c'est ce que j'ai développé à propos de la lecture numérique, à propos des lectures industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire aller vers la culture de soi? C'est que la culture technique, c'est pas simplement un objet qu'on va utiliser pour une finalité, même une finalité qu'on va choisir. La technologie, c'est quelque chose qu'on va s'approprier dans la mesure où on va s'impliquer dans cette technologie. Bon. Et par exemple, en ce qui concerne des choses comme, mettons, les blogs ou les journaux, on a beaucoup dit que c'était un système d'écriture de soi, que ça permettait aux jeunes de s'exprimer. Ben oui, mais ça suppose qu'il est, par rapport à la technologie, par rapport à la pratique d'écriture de soi, qu'il ait ces distances critiques qui lui permettent de vraiment s'exprimer, qui lui permettent de réfléchir sur ce qu'il fait quand il s'exprime, et non pas qui le pousse à rédiger de manière formatée d'après ce qui a été proposé par Skyblog ou par je ne sais qui. Donc l'idée du développement des capacités, l'idée de l'empowerment, nous le relions à cette idée de culture de soi. Donc après, c'est des choses que vous connaissez mieux, puisque j'ai pas besoin de le redire ici, mais c'est réellement et véritablement démocratisé. Ça, c'est un peu comme on dit maintenant dans l'ADN des espaces publics numériques. N'empêche que c'est quelque chose qu'il y a régulièrement à défendre. Et on a mis là une déclaration qui est un peu pompeuse, qui est presque même carrément pompeuse, mais au moins elle est claire. L'assujettissement du peuple à la technologie est une menace sur la démocratie. Bon, voilà, c'est dit peut-être de manière un peu emphatique, ça manifeste, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le formatage technologique, c'est le grand moyen aujourd'hui, c'est la grande école de la servilité, c'est le grand moyen de la servitude volontaire, et donc c'est quelque chose qui doit être critiqué. Et on a indiqué à la fin la nécessité de développer cette culture numérique comme un bien commun, parce que ce qu'on constate, c'est que les modes de développement de la culture numérique qui sont trop dépendants d'une économie publique classique, ou qui sont trop dépendants de l'économie tout court. Ce qui est plus rare, mais ça existait à des moments donnés. On a pensé à un moment donné les financer comme ça, ne permettent pas vraiment que se développe cette culture numérique. Et manifestement, il y a un besoin que cette culture numérique se développe comme quelque chose qui est commun. Ce qui a été bien illustré par la démarche des logiciels libres, les Creative Commons et ainsi de suite, parce que on n'envisage pas possible, il semble pas possible de pouvoir s'approprier les technologies sans s'approprier les sources, comme on dit, de ces technologies elles-mêmes.
Donc il y a un besoin d'être là-dedans, mais c'est un peu comme tout à l'heure pour la démocratie. Il s'agit, pour les personnes qui étaient avec moi à la MAPI, on avait essayé au début d'avoir très vite, on avait voulu avoir, tu te souviens, des logiciels libres. Il y avait dans le groupe des partisans des logiciels libres. Et puis, alors, ils disaient, il nous faut des logiciels libres. Et puis, c'était à Elbaz. On avait demandé à Elbaz de nous préparer un truc sur les logiciels libres. Et puis quand il est revenu, il a dit, je vois pas très bien ce qu'on peut faire avec... Bon, après, 6 mois après, on a commencé à avoir des idées. Mais au début, c'était un petit peu... il y avait un logiciel libre de gestion des espaces. Très bien. Mais on voit bien que là, on pense à autre chose. Hein. On pense à la constitution de la culture numérique elle-même comme bien commun. Voilà, donc je m'arrête maintenant. Donc tu fais un lien à la fin du manifeste très important sur effectivement ces cultures du libre et la constitution des cultures numériques. Quelque chose qui ouvre quand même des perspectives qui sont dans une dimension culturelle beaucoup plus large que simplement l'approche que tu évoquais, que je trouve assez franco-française aussi, de cette culture de la technique. Alors, ce manifeste, on le retrouve sur le site de Ping. Hein, ça s'appelle Parcours numérique. Culture, pratique et médiation partagée, qui a été édité il y a 6 mois. Oui. Et qu'on trouve en téléchargement libre. Ils ont fait un livre que vous pouvez télécharger. Alors, avant éventuellement d'avoir, peut-être, j'essayais de trouver Stéphane, mais Monsieur le Président est là. On peut prendre un petit quart d'heure, là, jusqu'à 11h, 11h15, 11h10, 11h15, pour, alors, donner la parole à Garland, puis donner aussi la parole aux uns et aux autres. Garland, j'allais dire de manière, alors je reprends ton terme, Alain, un peu pompeux, sur le terrain, comment tu avances, c'est un peu débile d'entrer dans la chose comme ça, mais quand tu es en Drôme et en Ardèche, quand tu circules comme ça de Nyons à Privin, en remontant à Saint-Nazaire désert, passer par Valence pour descendre jusqu'à Pierre-Latte, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu attrapes, à partir de quoi tu avances? Alain a évoqué ces 3 choses, culture de la technique, pratique, savoir-faire, quelque chose qui n'est pas déconnecté d'une culture générale. Comment tu vas avancer avec les animateurs de lieu, les responsables de lieu, et aussi à partir de quelle entrée, toi, tu avances dans ce boulot de médiation au quotidien, à différentes échelles? Alors, moi déjà, j'ai quand même la chance d'avoir une double casquette, puisque j'ai à la fois cette casquette... Ouais. J'ai à la fois cette casquette Drôme-Ardèche et puis la casquette Coraya, Coordination Rhône-Alpes de l'Internet accompagné, qui est un petit peu le pendant d'Arsenic, et qui a la possibilité de travailler directement en lien, notamment avec la région. Donc ça, c'est par rapport au pass numérique, qui a été un sacré levier pour nous, mais ça, c'est l'atelier d'après, donc je ne vais pas tout dévoiler. Par contre, pour reprendre ce que vous avez dit, les EPN qui apprennent Word et Excel et Internet, je suis désolée, ça existe encore, malheureusement. Sur le territoire, ça existe encore. Et pourquoi ça existe encore? C'est parce que bien souvent, c'est ce qu'on leur demande de faire. En tant qu'animatrice de réseau, j'ai la possibilité d'organiser des rencontres, des interventions, des formations, des moments de réflexion, et bien souvent sur des territoires, alors peut-être plutôt ruraux, mais sur les territoires, on va dire à l'animateur non, tu sors pas parce que au cas où il y ait deux usagers qui viennent poser une question. Donc apprendre Internet, ça existe encore. Il y a aussi, il faut avoir conscience de la diversité des EPN, des structures, des animateurs, des parcours. Et en tout cas sur mon territoire, je connais beaucoup moins PACA, mais il y a vraiment de tout. Donc il y a beaucoup d'animateurs qui sont confortablement installés dans ce clic droit, clic gauche, et le passage à la médiation numérique est un vrai bouleversement. Une vraie difficulté qu'il faut accompagner, évidemment. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut déjà poser ces choses-là. Après, vous parliez d'éducation critique, de prendre du recul vis-à-vis de ces technologies. Moi, je pense que le rôle aussi des EPN, de la médiation numérique en général, c'est de pouvoir rentrer dans la prise en compte et dans la transmission des enjeux qui se posent derrière les technologies. On est dans de l'éducation populaire, mais dans le sens quasi politique du terme. Comprendre
les enjeux du logiciel libre, au-delà parce qu'on l'entend encore, faut pas croire, c'est gratuit, comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière le logiciel libre, comprendre quels sont les enjeux de la loi renseignement, c'est important. Et malheureusement, je crois aussi que ces questions-là sont pas appréhendées par le citoyen en général, alors je schématise, mais parce que on le noie peut-être volontairement sur des questions technologiques. Et l'enjeu sociétal qu'il y a derrière, l'enjeu politique, il est pas suffisamment transmis à mon sens. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que sur les territoires, on a vraiment envie de donner ce rôle-là aux animateurs de PN ? J'en reviens à la diversité des parcours, à la diversité des structures. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner ce rôle-là aux animateurs de PN qui du coup sont tellement divers qu'ils sont incontrôlables aussi. Donc c'est une question, je pense, qui mérite d'être posée. Parce que quand on dit non, tu vas pas à la rencontre ou tu vas pas intervenir ailleurs que dans ton EPN parce que sinon il va être fermé, il y a un moment on peut se poser la question. Voilà, enfin pour... Tu avances par rapport à ces observations-là, tu confirmes effectivement le fait qu'il y a toujours des fractures, qu'il y a toujours des retards, ce qu'évoquait tout à l'heure Alain, et qu'en même temps, la question de l'assujettissement que tu évoquais tout à l'heure, qui était, tu mettais ce terme de pompeux sur l'assujettissement, Alain, n'est pas forcément si pompeux que ça, parce qu'au final, quand tu évoques la dimension politique du travail de l'animateur multimédia, tu évoques aussi son rapport à la sphère politique. Qu'en est-il des rapports que vous avez sur le terrain avec les élus ? On avance petit à petit, c'est compliqué. Alors on avance... C'est un endroit clé aussi. Alors en plus, la problématique, quand on est dans ma position, c'est qu'il faut avancer en même temps à plusieurs échelles. Et on a plus de facilité à travailler, j'allais dire, avec des institutions telles la région ou le département qu'avec des élus locaux. Ça, c'est une réalité, déjà parce que c'est un travail de fourmi. Le syndicat pour lequel je travaille regroupe 360 collectivités adhérentes, donc je ne peux pas aller voir tous les élus, c'est pas possible. Je ne sais même pas s'ils ont parfois envie aussi de se poser ces questions-là. Vous savez, quand on a eu des changements de municipalité, le PN, c'est le dernier dossier. Hein. Donc, est-ce que vraiment c'est le moment, on y travaille petit à petit, c'est très long. On a des leviers, effectivement, on a des leviers qu'on provoque, hein, ça vient pas tout seul. Le pass numérique, il a été co-construit avec la région. On organise des événements, alors dernièrement, puisque, moi je pense que justement cette culture, elle est à co-construire entre des médiateurs et d'autres corps de métier. J'ai pu organiser une rencontre autour de la médiation numérique et des médiathèques. Mais ça partait d'un constat sur le territoire, hein, c'est que même si le PN est dans la médiathèque, on se rappelle qu'il y a un animateur quand il y a une panne d'ordinateur, en gros. Hein. Mais pour co-construire des actions, c'est beaucoup plus compliqué. Donc croiser, je pense, les différentes professions, les différentes sphères, c'est un moyen d'avancer aussi, parce que arriver en tant qu'animateur de PN auprès de son élu, c'est compliqué. Arriver parce qu'on va parler d'éducation et de réinterroger la place du numérique dans les projets, mais qu'ils soient individuels ou collectifs. Moi, je pense que le PN, il devrait être source de son territoire, il devrait être intégré à toutes les instances de décision, même quand ça ne touche pas du tout le numérique. Est-ce que tu plaiderais dans ce cas-là à une constitution, pour reprendre les termes qu'évoquait Alain tout à l'heure, une constitution de la culture numérique sur les territoires, dans un principe de transmission aussi, en y associant fortement les élus? Moi, je rêve d'un pass numérique spécial élu, en fait. Ou avec les citoyens. Parce que, alors, les citoyens, c'est bon, on les a, ça y est. On les a, on n'a pas encore couvert la région Rhône-Alpes, loin de là, mais c'est beaucoup plus difficile de toucher un élu sur ces enjeux-là, parce qu'en plus, déjà, il faudra leur expliquer bien souvent pas mal de notions en moins de 5 minutes, donc c'est impossible. Mais effectivement, on y travaille petit à petit. Après, c'est aussi ce que je dis à mes médiateurs numériques. On n'a jamais autant parlé de médiation numérique que ces derniers temps. On n'a jamais vu le mot-clé EPN dans autant de rapports que ces derniers temps. Donc c'est le moment de s'en saisir aussi. C'est tout bête, mais ne serait-ce que de lire ces rapports et d'avoir conscience de ce qu'il y a dedans, c'est aussi
pouvoir expliquer que c'est pas une spécificité, parce que bien souvent de mon territoire, ils considèrent que, parce qu'a priori, on aurait le premier EPN de France chez nous, puisque le premier a ouvert il y a 20 ans. D'expliquer que c'est pas une spécificité ardéchoise ou drômoise, hein, le PN, qu'il y en a partout, qu'il y en a 4500 en France, en théorie. Voilà, donc je pense qu'il faut avancer vraiment petit à petit et interroger les pratiques. Alors nous, on travaille maintenant avec la direction de l'éducation, on travaille avec des professionnels de la jeunesse, on travaille avec les médiathèques, les centres sociaux, les MJC. On est effectivement plus dans un rapport pyramidal, mais bien horizontal et heuristique, parce que ça devient tellement compliqué que même quand on me demande les partenaires qu'on a, j'arrive même plus à faire la liste exhaustive, mais on n'a jamais autant parlé de médiation numérique, et c'est maintenant qu'il faut s'en emparer, que les médiateurs doivent s'en emparer, parce que si c'est pas eux qui s'en emparent, malheureusement, il y en a d'autres qui le feront à leur place. Et pouvoir transmettre des notions très simples, mais comme le modèle économique de Google, par exemple, comment ça fonctionne effectivement, c'est essentiel. Et bien souvent, les citoyens qui viennent pour ces questions-là sur le pass numérique, parce qu'on n'a que cette approche-là, enfin que cette porte d'entrée-là, tombent des nues. Et n'imaginez pas à quel point Google allait nous manger, quoi. Enfin, ils commencent quand même à travailler sur le vivant, etc. Et je pense que s'il n'y a pas un mouvement citoyen sur ces questions-là, on ne va pas y arriver. Alain, est-ce que les espaces publics numériques, dans leur diversité, peuvent être des lieux dans lesquels on développe, alors on est dans ces rencontres réuniques autour de la République numérique, est-ce qu'on peut développer une éducation citoyenne numérique aux républiques numériques, pour toi, d'avoir une dimension fortement d'éducation politique aujourd'hui, ou de formation politique? Je répondrai un peu simplement qu'ils ont été créés normalement pour ça. Hein. C'était ça leur première vocation. Je voudrais rappeler une chose, c'était une exposition qui s'était faite à Beaubourg qui s'appelait Mémoire du futur à la BPI. Et dans cette exposition, ce qui avait été proposé par Stigler, c'était de faire jouer aux bibliothèques, donc ça il y a très longtemps, le rôle d'un lieu d'appropriation des technologies devenues le numérique et d'un lieu de constitution de cette culture technique. Et l'idée qui était posée, c'était qu'il fallait qu'il y ait des lieux. Il faut qu'il y ait des lieux génériques. Alors c'est ça la question. Hein. Il faut qu'il y ait des lieux génériques. C'est quelque chose qui a très souvent été remis en cause. Par exemple, à la fin de la MAPI, au moment où la MAPI est passée à la DUI, est devenue la DUI, enfin, a été remplacée par la DUI, il y avait dans les cabinets une forte tendance à dire c'était pour le fossé numérique, c'était pour l'accompagnement du démarrage de l'Internet et du web en France, donc il n'y a pas de raison de, comme on appelait ça la pérennisation, je ne sais pas si tu te souviens, la pérennisation des espaces publics, il n'y a pas besoin d'avoir des structures qui rendent ce type de points pérennes. Certains des ministères qui finançaient ces activités-là disaient mais non, on a fait ça au début pour lancer, puis maintenant c'est plus nécessaire. La Caisse des dépôts s'est retirée des cyberbases qu'elle avait lancées, avec des raisonnements qui ne sont pas très loin de ça, et qui sont donc, à mon avis, totalement erronés. Je le dis, m'approchant de la retraite, je peux maintenant dire des choses plus franchement, c'est complètement faux. Hein. C'est les raisons qui ont été avancées sont complètement à côté de la plaque. Il y a besoin de lieux. Eh bien, en ce moment, ce qui ressemble le plus à ces lieux, je ne dis pas qu'ils sont déjà ces lieux, mais ce qui se rapproche le plus de ces lieux, c'est ce que nous appelons les espaces publics numériques. C'est eux qui en sont très proches. Quand Obama, en 2009, reprend ce qui avait été la politique de Al Gore, donc Al Gore, c'était le vice-président de Clinton, donc au moment du lancement Internet, et Al Gore était celui qui avait sorti le digital divide, le digital gap, le fossé numérique, la fracture numérique. Et donc il disait, il faut des opérations pour combler ces questions sinon on aura des problèmes sociaux. Ça c'était Al Gore. Mais quand Obama relance ce truc-là, il le relance, la première à aller sur le site qui existe, le site qui sera un peu l'équivalent de la, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin qui est un peu l'équivalent de la DUI, de la future agence. Bah, le premier truc qu'il dit, c'est qu'il faut des lieux, il faut des points. On n'est pas, il faut quelque chose. Parce que les lieux sont des lieux, et aussi les lieux,
toute façon des endroits où les gens peuvent se rencontrer, mais aussi ce sont des endroits où on peut stabiliser les choses dans le temps. Le tout simple programme d'activité d'un espace public, c'est un premier niveau d'explicitation. Et si on veut travailler sur la culture numérique, on a besoin de tables comme ça sur lesquelles on va pouvoir faire cette... Bon, quand un espace public numérique a ce qui me semble, moi, un très bon programme d'activité, j'ai aucune difficulté à me dire, eh bien, on réunit quelques personnes, et voilà comment on va faire le volet culture numérique par rapport à ça. Bon, on aura une première étape. Je ne dis pas que tout sera fait, mais bon. Et donc, c'est actuellement le lieu qui se rapproche le plus de ce que tu dis, et il est, comme on dit, en France, il est incontournable. Peut-être prendre une ou deux remarques ou questions. Yves, alors, est-ce que vous pouvez nous rapporter alors, non, il y a un micro, le micro blanc passe. Oui, donc, beaucoup de vos propos qui m'ont fait un peu réagir. Je voudrais vous faire partager deux éléments. La première, c'est tout ce que tu as développé, Alain, sur l'histoire. C'est une culture informatique, c'est une culture technique, etc. Est-ce que c'est vrai, mais est-ce que on peut penser qu'on est quand même sur une culture éphémère? Parce qu'à un moment donné, on peut penser que l'informatique, ça va peut-être se stabiliser et que, du coup, la culture des usages va pouvoir prendre sa place. C'est une question qui aimerait bien réponse. On se pose la question, nous aussi, de savoir c'est quoi un usage, et quand on essaye de poser cette question et d'y voir un peu plus clair, on n'arrive pas à trouver de réponse. Et je comprends que on a du mal à trouver cette réponse parce qu'on est un peu englué dans une culture plutôt technique qui nous enferme. C'est ça que j'ai compris, mais du coup, je pense que comme l'industrie automobile, à un moment ou à un autre, on va rentrer dans notre voiture et on multiplie les usages avec la voiture et on n'est plus dépendant d'une culture technologique. Alors, est-ce qu'on peut rêver ou penser qu'à un moment donné, la culture des usages prendra son essor une fois qu'on aura passé... Donc c'est une culture pour moi transitoire ou éphémère. Et la deuxième remarque, en rebond aussi avec ce que vient de dire Garland, c'est que les espaces publics numériques, du coup, après 15 ans, ont créé une culture. Enfin, s'il y a une culture, c'est qu'il faut qu'on s'interroge, c'est-à-dire qu'un espace public numérique, et ce qui est fait dans les espaces publics numériques, est aujourd'hui, je dirais, peut-être dans la conscience collective, comme des lieux de réparation, comme des lieux qui ont été là pour diminuer des réductions de fossés numériques, comme des lieux accueillant des publics éloignés, etc. Et donc ça, d'une certaine manière, c'est discriminant et inégalitaire. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, et malgré les réticences que tu as évoquées, doivent penser que dans nos lieux, on est aussi des lieux d'innovation et d'accompagnement de ce qui se passe sur les territoires. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que dans les logiques de médiation, c'est pas facile pour les élus, c'est pas facile pour les entreprises, et que pour le coup, les animateurs ou les médiateurs qui sont dans le lieu ont tous, malgré leur diversité, qui est un point faible et aussi un point fort, en capacité d'aller au-delà de simplement cette action de réparation. C'est super important, ça je le dis à tout le monde, parce que je l'ai dit lors de la construction de l'agence française de numérique, c'est-à-dire que la médiation numérique était pensée, avec la charte que je suis en train d'écrire, comme des lieux uniquement de réparation. Or non, il ne faut pas qu'on se reste enfermé dans cette première culture. Nous sommes certes des lieux de réparation, on peut le revendiquer et on va le continuer. Et moi j'ai aucune difficulté à faire du Word et du Excel et de la bureautique, parce que je voudrais qu'on évite aussi de nous faire entrer dans une espèce de discrimination des usages, comme s'il y avait des usages plus pertinents que d'autres. La réponse est non. J'ai le droit de faire aussi bien de la bureautique que de l'infolab. Je veux dire, il faut donc se saisir, nous, professionnels de la médiation numérique, des enjeux on doit accompagner l'évolution et être force de proposition et dire oui, nous aussi, nous sommes capables d'accompagner l'évolution de la société parce que dans nos lieux, on est capable de faire de l'innovation de l'accompagnement. Ça, c'est super important, hein. Même si c'est difficile, c'est vital pour l'histoire de la pérennité des lieux. Merci Yves. C'était Yves Sibilo, président d'Arsenic, qui est directeur de Mode 83. Peut-être Alain sur la stabilisation des cultures numériques et puis Garland après sur les lieux d'innovation. Le thème, ça marche, le thème de la banalisation, alors voilà un beau thème, hein, à traiter à l'intérieur de la culture numérique. Parce que il y a une vraie banalisation dans le sens où, à partir du moment où on s'est mis à penser l'ordinateur comme un médium,
forcément, il y avait des éléments de banalisation. Parce que qui dit un médium dit que les gens vont se caler sur un usage qui va être un peu régulier. Ça ne peut pas changer tout le temps, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, un médium. Qui dit médium dit que l'innovation, elle se stabilise un petit peu quand même. Bon. Et on devrait, nous, par exemple, être des spécialistes de ce genre de questions. L'ordinateur qu'on a entre les mains, il est conçu quand? Il est conçu, c'est facile à s'en souvenir, en 1968. Bon, 1968, ça fait quand même 70, ça fait, ça fait plus de 45 ans. Hein. C'est ça l'objet qu'on utilise. Bon. Donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas banalisé. Dire qu'il n'est pas banalisé, c'est un petit peu... dans une étude qui avait été demandée par l'organisme qui impulse la recherche, là, comment ça s'appelle, qui impulse la recherche, l'ANR, oui, je devrais savoir, par l'ANR, l'ANR avait demandé une étude prospective qui a été, à laquelle je participais et qui était animée par la FING. Étude prospective sur, je crois, 2030, je crois. Et on a essayé de trouver, parce que c'est d'habitude ce qu'on fait dans l'étude prospective, quelles pouvaient être les technologies de rupture à venir. C'est le terme qu'emploient les prospectivistes. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à définir ces technologies de rupture. Alors qu'il y a 20 ans, sans difficulté, on les définissait. Moi, quand j'étais à la Bibliothèque de France, j'avais une prospective où, grosso modo, avait été décrit ce qui s'est passé après. Et en fait, le thème central de l'anticipation qui a été indiqué, c'était non pas les usages, mais plus concrètement la bagarre sur les usages. C'est ça le thème. La réalité actuelle de la culture numérique et la spécificité de la deuxième culture numérique par rapport à la première, c'est-à-dire la culture numérique qui n'est pas simplement axée sur le rattrapage du fossé numérique, c'est qu'avant c'était le consensus numérique et maintenant c'est le dissensus numérique. D'accord ? On est dans une phase de bagarre. Donc, c'est bien développer les usages. Oui, monsieur, mais vous pensez à quoi, hein ? Quand vous dites les usages, parce qu'il n'y a plus d'accord par rapport à ces usages. Donc, voilà, donc moi je ne pense pas du tout que... Je pense que la banalisation, la banalisation de la technique, c'est un concept qui est un peu ambigu, parce que tu as un temps de la banalisation qui est, on peut dire que le multifenêtrage, la souris, etc., bah ça c'est 1968, oui, mais l'intégration de ça à des processus intellectuels, on n'est plus du tout dans la même durée. Et ce n'est pas une banalisation qui se fait en 6 mois ou en 1 an. Tu vois, c'est quelque chose qui est... Bon, le copier-coller pose d'énormes problèmes dans l'enseignement actuel. Bon, or le copier-coller, c'est pas un truc qui vient d'arriver. C'est un truc qui est arrivé il y a déjà 30 ans ou 40 ans. Eh bien, donc on n'est pas encore dans la phase où le copier-coller est banalisé. Le copier-coller, il n'est pas banalisé. Il y a des profs qui n'arrivent pas à vraiment expliquer à leurs élèves. Dire que le copier-coller, c'est pas bien, bah oui, c'est pas bien. Mais ils n'arrivent pas à vraiment expliquer ce qu'est la question de la technologie du copier-coller et comment parfois c'est pas un problème et parfois c'est un problème. Et donc la banalisation, elle n'est pas simplement, si tu vois, ce qui est banalisé apparemment à un niveau technique étroit n'est pas du tout banalisé au niveau de la culture numérique. Garland, sur les lieux de réparation et d'innovation, peut-être dans la suite de ça aussi. Oui, alors déjà, première réflexion, on peut être très innovant dans la réparation. Oui, non, mais que ce soit au niveau des personnes, Coraya est en train de monter un projet avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc là, on peut espérer qu'il y aura un peu d'innovation. Et au niveau des territoires, quand on travaille en Ardèche, quand on fait même le confin de la Drôme, Saint-Nazaire-le-Désert, pour ne pas le citer, j'aime bien le citer celui-là parce que je trouve que son nom veut tout dire, on sait ce que c'est que l'absence de service public. D'utiliser les EPN comme étant des relais de service public, alors ils ont le label ou ils ne l'ont pas. D'ailleurs, je trouve qu'ils devraient l'avoir parce que depuis 20 ans, ils font du rendu de service public, sauf qu'ils n'ont ni la reconnaissance ni la formation. Ils permettent à la fois de réparer, oui, le manque de services publics, mais de faire venir des services publics qui, jusqu'à maintenant, n'avaient jamais été présents sur ces territoires. Et être dans cette logique d'accompagnement, alors peut-être de publics empêchés,
ça permet aussi de les attraper, parce qu'il y a un moment, moi j'ai toujours en tête une réflexion d'un animateur d'une bibliothèque à Lyon, qui me disait, mais moi, au départ, on m'a dit, voilà, tu vas accompagner les publics empêchés, les publics en insertion, et au final, je m'aperçois que sur mes modules et mes ateliers, c'est des retraités qui ont le dernier iPad et qui consomment. Donc, j'ai pas l'impression de faire la mission, ce pourquoi, mais la réalité des choses, c'est ça aussi. Est-ce que attraper les personnes empêchées qui n'auraient pas forcément envie ou la possibilité, hein, on imagine quelqu'un en situation d'illettrisme, il ne va pas pousser le PN, enfin, c'est le rapport à l'écrit d'abord, c'est compliqué. Mais si on est face à une difficulté, parce qu'il faut une attestation de droit, machin, là on va à l'EPN. Et c'est un moyen, à un moment, à la fois d'identifier s'il y a une problématique d'illettrisme, oui, mais aussi de prendre la personne, je crois que c'est important, c'est que l'EPN, vraiment je disais le terme de ressources pour son territoire, parce que c'est aussi prendre la personne dans sa globalité. C'est pas qu'un assuré social qui vient chercher une attestation. C'est aussi un citoyen, c'est aussi une mère de famille, un militant, etc., etc. Et c'est de pouvoir comme ça apporter, puis il y a une relation humaine qui se crée aussi sur les territoires. C'est de pouvoir apporter des solutions, et pourquoi pas, parce qu'on parle de tiers-lieux, de brassage, pourquoi pas faire émerger des projets aussi, parce que une personne qui a une situation problématique, ou pas d'ailleurs, mais qui se rend compte qu'il y a un besoin qui est mal satisfait, ben, y répondre, c'est ça l'innovation sociale. Donc, vraiment, la présence des lieux, pour moi, elle est indispensable. Et je pense que le PN, petit à petit, et ça se fait plus ou moins vite, est vraiment le lieu ressource, le lieu où on accompagne les projets individuels ou collectifs. Alors, oui, présentez-vous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, il faut parler, après ça vient. Bonjour, Pierre-André, Parc du Verdon. Moi, 3 remarques. Pierre-André, Parc du Verdon. 3 remarques parce que le sujet me passionne, enfin la culture numérique me passionne. Donc premier point, au sujet des termes employés. Il me semble qu'on n'a jamais entendu parler de culture informatique. On commence à connaître cette culture par le biais du numérique. Donc il faut s'interroger sur les 2 termes. Quelle est la différence entre le terme de l'informatique et le terme du numérique? Il me semble, pour ma part, que c'est justement le fait de laisser la technique de côté. C'est-à-dire que quand vous parliez de banalisation, c'est de rendre l'outil le plus disponible et le plus performant, si vous voulez, le plus accessible à toute personne. Et c'est ce terme numérique qui le définit. Alors d'une part, par rapport à l'usage qu'on en fait, mais d'autre part aussi par rapport à l'outil. Vous aviez énormément de personnes il y a quelques années qui ne savaient pas envoyer un email, qui ne savaient pas aller sur Internet, et par le biais aujourd'hui d'une tablette, en 3 clics, c'est simplifié, c'est rapide, voilà. Il y a plus de cette barrière qui existait auparavant, elle a été levée. Donc pour moi, en fait, la culture, quand on parle de culture aujourd'hui, on tend vers le fait de laisser de côté l'aspect technique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est s'interroger sur la définition qu'on donne au terme de culture. Pour moi, la culture, c'est c'est des connaissances qu'on acquiert au fil du temps. Et c'est l'individu qui se construit lui-même son savoir. Or, ce qui apparaît pour la culture numérique, c'est que cette culture, elle nous est imposée. Voilà, moi, je pense, par rapport à d'autres cultures, c'est une culture qui nous est imposée. Et au fur et à mesure du temps, au fil du temps, même si on essaie d'y échapper, cette culture, elle nous rattrape. On est obligé d'y passer. Vous parliez tout à l'heure de la déclaration d'impôt. Moi, j'ai mes parents. Mes parents, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils rechignent à se servir d'Internet pour faire leur déclaration d'impôt. Mais je suis sûr que dans les 3 ou 5 ans à venir, ils n'auront plus la possibilité de faire autrement que de passer par la page Internet pour remplir leur déclaration. Vous parliez tout à l'heure aussi de la construction d'un mur. Voilà. L'empilement de briques pour réaliser un mur. Ce qui s'est posé comme problème pour moi dans l'acquisition de cette culture numérique, c'est qu'on n'a jamais laissé le choix du matériau employé pour construire le mur. On a imposé les briques, on a imposé le matériau. On aurait pu dire, vous construisez le mur en bois, vous construisez le mur en paille, vous construisez le mur en parpaing, vous construisez... Or non, il y a tout un tas de personnes derrière qui ont imaginé cette construction. Le lien hypertexte, c'est une personne au départ qui a imaginé le lien hypertexte et qui l'a imposé à tous. L'April,
l'association pour le logiciel libre, parle de verrou numérique. On est complètement dépendant de cela. Troisième remarque, la dernière, c'est que justement, ce qui est dommage, c'est qu'on parle de culture numérique, mais on s'arrête à ce terme. On devrait parler de culture numérique ouverte. On devrait parler de culture numérique libre. C'est-à-dire la culture se partage, la culture se transmet. Tout à l'heure, vous parliez d'ingrédients. Non, pas d'ingrédients, vous parliez de ce qu'on mettait dans la culture. Mais ça devrait être, pour réutiliser des termes informatiques, un code source partagé, un code de source, transmissible. Or, ce qui a toujours posé problème au fil du temps, c'est cette transmission, c'est ce partage de l'information. Moi, tout à l'heure, ça m'a fait bondir parce que j'ai été animateur multimédia pendant un certain nombre d'années. Quand vous dites que dans les cyberbases, c'est Word, Excel, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une politique. Je pense que j'ai fait une petite parenthèse. Juste, je pense que quand tu as parlé du Word, Excel, Word et Internet, c'est bien sur les termes Word et Internet, c'est pas sur la question de la bureautique, ni sur la question de l'apprentissage de la navigation, mais l'indistinction qu'il y avait, je pense, non, Alain, On est déjà dans une conséquence. On est déjà dans une conséquence d'une politique. Ça n'a pas été ouvert avant, ça n'a pas été réfléchi avant. Merci. Peut-être deux réactions rapides, puis après... Je réagis vite. C'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire le fait que la culture numérique, c'est pas quelque chose qui est inconditionné, ça c'est évident. Et le conditionnement, il faut l'appeler par son nom, c'est le conditionnement par le conditionnement industriel. C'est pour ça que j'ai fini en citant le chapitre du manifeste. C'est ça le lien avec la relation entre la culture critique, la culture de soi, et la culture du libre, et la culture, une culture comme bien commun. Donc là, je crois qu'on est... je me sens tout à fait synchrone avec ce que vous avez dit. Ce qui ne signifie pas pour autant, je me permets de le dire, que ça doit se faire au nom de la liberté de choix. Je suis pour la liberté de choix, c'est pas le problème. Je suis pour cette liberté. Il ne faut pas laisser croire que c'est le principe de la liberté qui va permettre que se constitue la culture. Ça c'est quelque chose qui est... j'hésite pas à être dogmatique sur ce point, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut avoir cette liberté de se bagarrer contre les formats, et c'est ça ce que je voulais dire avec l'histoire de Word et d'Internet. Il faut avoir la liberté de se bagarrer contre les formats, de se dégager des formats, et après il faut choisir avec un point de vue critique. Mais tout ça, ce sont des conditions, comme on dit, négatives. Il faut ensuite une condition positive qui est cette volonté de créer la culture commune, la culture numérique comme culture commune ensemble. Il faut les deux. C'est pas simplement la liberté qui est très présente dans notre secteur, qui a souvent été demandée. Il faut aussi que cette liberté, elle aille dans un certain sens, un sens collectif, mais qu'elle aille dans ce sens-là. Merci Alain. Garland, juste 3 secondes, parce qu'après tu vas animer cette discussion sur la culture numérique, les murs, le matériau, on ne se pose pas la question de savoir si on doit donner une culture littéraire aux enfants. On ne se pose pas la question de savoir si on doit donner une culture scientifique. Et c'est pas parce qu'on apprend Molière qu'on lira du Molière. Après, c'est les bases qui vont nous permettre, après, de nous participer à la construction de notre propre culture, qui doit nous permettre justement de comprendre ce qui se passe. Juste pour terminer, je veux juste citer les propos de l'avocate générale Laurence Wiechiewski dans l'affaire Bluetooth. Donc plus connu moins connu, mais Monsieur Lorelli, qui a dit à la fin du procès, comme tout le monde dans la salle, je n'ai pas compris le quart de ce qui a été dit aujourd'hui. Mes enfants auraient mieux compris que moi, mais il faut condamner Monsieur Lorelli. Je trouve que ça pose question quand même. Oui, on a des petites anecdotes comme ça, j'en ai quelques-unes avec des députés aussi. Voilà. Alors, je viens de me faire engueuler par Stéphane parce que on est en retard. Alors j'ai une théorie sur le retard, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait, si on est en retard, c'est que ce qu'on a fait avant nous a pris un peu plus de temps. Nous avons pris un peu plus de temps pour discuter. Maintenant, Garland Nison, que j'ai omis de présenter tout à l'heure, qui est animatrice du réseau des espaces publics Internet pour le syndicat mixte Drôme-Ardèche. Inforoute Drôme-Ardèche. Inforoute, c'est autour de la formation, ça n'a rien à voir avec les routes. Non. Inforoute, un des premiers réseaux de PN en France, et cofondatrice de la coordination Rhône-Alpes
de l'Internet accompagné, Coraya. Donc, Garland, tu vas animer maintenant un atelier pendant un peu plus d'1 heure sur le pass numérique citoyen, pendant qu'en même temps, Emmanuel Maillot, qui a fait un petit passage à la coordination Coraya il y a quelques années, qui est maintenant à Urban Prod, médiateur numérique, va animer un autre atelier sur le cycle ACUNUM, qui veut dire accompagnement aux cultures et aux usages numériques. Voilà. Alors, je ne sais pas les salles, peut-être vous précisez l'un et l'autre les salles, non? C'est ici. Garland reste ici, et Emmanuel dans un des rêves camp. Voilà. Merci de votre attention. À très bientôt. Merci encore à l'équipe de Rénick, d'Arsenic et de Résine qui a capté avec les petites contraintes que j'ai imposées au début. Merci beaucoup. Bonne journée.